Bonsoir et bienvenue sur Al24 News pour édition spéciale. Nous allons débattre durant une demi-heure de la dernière décision prise par l'Union européenne à l'encontre de la Russie. Il s'agit bien entendu de la suspension de l'accord sur l'assouplissement du régime des visas pour les ressortissants russes. Un accord qui était en vigueur depuis 2007. Réunis justement cette semaine en République tchèque, les 27 ont décidé de restreindre l'accès à l'espace Schengen au détriment des citoyens russes. Le chef de la diplomatie étrangère de l'UE a quant à lui déclaré que les ministres des Affaires étrangères avaient convenu que les relations avec Moscou ne pouvaient pas rester inchangées et que l'accord conclu en 2007 devait être totalement suspendu. Cependant, Bruxelles n'est pas allée au bout de ses intentions en ne déclarant pas une interdiction totale ou plutôt large des visas comme le voulaient certains pays membres. Nous allons donc en débattre avec notre expert maison Nazim Sini. Vous êtes enseignant à l'université d'Aix-Marseille 1. Vous êtes en direct avec nous depuis Marseille. Bonsoir Nazim. Bonsoir. Et en direct depuis Paris, nous rejoint Bedis Rennissa, expert en relations internationales. Vous êtes également président du think tank Club Émergence. Bonsoir cher Bedis. Bonsoir et merci pour l'invitation. Enfin sera également présent avec nous à partir d'Oran le professeur et expert international en économie. J'ai nommé Abdelrahman Mebtoul. Bienvenue, professeur. Merci de votre invitation. Mais avant d'entamer ce débat, écoutons ensemble la déclaration du chef de la diplomatie étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell. Nous avons convenu de ce qu'il y avait à faire et donc, permettez-moi d'essayer de résumer en termes concrets ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord politiquement. Tout d'abord, la suspension totale de l'accord de facilitation des visas entre la Russie et l'Union européenne, la suspension totale jusqu'à présent, il n'avait été que partiellement suspendu pour des groupes collectifs spéciaux de personnes. Sans plus tarder, place donc au débat et on va commencer avec vous, Nazim Sini. Selon vous, qu'est-ce qui a motivé la décision prise par l'Union européenne et pourquoi intervient-elle à ce moment précis ? Écoutez, c'est une excellente question parce que cette décision interpelle à plusieurs titres. D'abord, qu'est-ce qui a motivé l'Europe ? Je vais vous dire clairement, c'est le désarroi des Européens face à l'inflexion des Russes dans ce conflit ukrainien. Cela démontre aussi un manque de créativité et une panne d'idées claires des Européens face à un conflit qui finalement les dépasse totalement. Et puis, vous savez, cette décision interpelle à plusieurs titres aussi. Parce que l'Europe a été bâtie, a été édifiée sur des valeurs que sont la libre circulation des capitaux, mais aussi des individus. Exactement. Et là, voilà, et cette décision va à l'encontre de ces principes. Et pour tout vous dire, on ne reconnaît plus l'Europe de Robert Schuman, de Jean Monnet ou d'Adenauer. Aujourd'hui, on a l'impression que l'Union européenne est devenue un instrument politique au service de bureaucrates qui sont à Bruxelles et qui tentent par tous les moyens d'infléchir, comme je l'ai dit, ou de répercuter le conflit ukrainien sur les Russes. Et cette décision, j'allais même vous dire, va presque à l'encontre du droit international, puisqu'on va s'aliéner 146 millions de Russes et on va atteindre à la liberté de circulation de touristes russes qui, il faut le rappeler, représentent une manne financière assez conséquente. Oui. On va en parler Europe. Justement, monsieur Sini. Voilà. N'anticipez pas tout, s'il vous plaît. Tout à fait, pardon. Mais j'allais vous dire, il suffit de se promener sur la Côte d'Azur pour voir l'impact des Russes, de leurs investissements et de leur implication dans le tourisme. Mais tout ça pour vous dire aussi que le timing peut interpeller aussi et peut poser problème, parce que ça arrive à un moment où la Russie est en train de restreindre ses livraisons de gaz à l'ensemble du bloc européen. Récemment, une annonce a été faite envers la France où la Russie suspend temporairement ses livraisons de gaz et aussi les Européens sont en train de se rendre compte que les sanctions économiques ont eu un impact très limité, voire marginal. Ça ne vous a pas échappé récemment que Gazprom a annoncé un bénéfice record de 41 milliards de dollars, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du groupe. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui... Gazprom a vendu plus et plus cher depuis le début du conflit, Nazim Sini. Totalement. Donc c'est pour vous dire qu'en fait toutes les sanctions économiques n'ont eu aucun effet. Et là aujourd'hui, les Européens tentent par des subterfuges ou par des outils comme ça, j'allais dire presque politiques, d'atteindre la Russie. Et je pense que ça cache une volonté un peu plus profonde parce que l'objectif qui n'est pas avoué, c'est de toucher la société civile russe
espérant que celle-ci se retournera contre le pouvoir russe. Mais je vais vous dire, si cette décision est véritablement adoptée, elle sera contre-productive parce qu'elle va tout simplement renforcer le sentiment anti-européen qui prévalait déjà en Russie. Très bien, Nazim Sini. Badis Rennissa, donc une simple pirouette politique ou une vraie mesure après l'échec justement de la politique des sanctions économiques de l'UE vis-à-vis de la Russie. Certains pensent que cette décision risque d'être perçue comme un autre aveu d'échec de l'Europe qui sanctionne les citoyens russes cette fois-ci. D'autres, au contraire, y voient, comme vient de le préciser Nazim Sini, une tentative de pousser les Russes à faire pression et à faire barrage à leur propre gouvernement sous le poids des sanctions. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'aujourd'hui, l'Union européenne, en tout cas, et le monde occidental, perçoit ces mesures ou ces sanctions. On en est quand même, faut-il le rappeler, peut-être à la 9e vague de sanctions. Exactement. Depuis rien que février 2022, perçoit ces mesures, ou cette mesure en tout cas plus précisément, comme une mesure solide, viable, fiable. Ceci étant, dans la réalité, on en est loin du compte. Et pour cause. D'abord parce que l'Union européenne et le monde occidental a du mal un peu à cerner ou à faire un diagnostic propre à la société russe et en tout cas le pays russe qui lui connaît des sanctions depuis 2014 et qui a connu par le passé effectivement des périodes austères tant par l'économie que par aussi les embargos à foison. Donc c'est mal connaître un peu le peuple russe et la résilience ou voire la résistance de la Russie aujourd'hui. Donc contre-productif mais surtout défavorable, j'ai envie de vous dire. Aujourd'hui l'Union européenne et face à ces contradictions, ces mesures mettent en exergue aussi l'échec, la mise en échec en tout cas de l'approche unilatérale de l'Union européenne sur cette crise ukrainienne, avec cette condescendance peut-être parfois politique, géopolitique, économique, et qui au finalement, et je l'ai dit depuis les débuts de cet incident, de cette crise, que l'Europe finalement se tire une balle dans le pied, comme on dit. Pire que cela aujourd'hui, selon cette évolution que nous sommes en train de vivre, défavorable encore une fois à l'Union européenne et au monde occidental, elle est en train, sans jeu de mots, à jouer à la roulette russe. Donc oui, effectivement, défavorable parce que, comme votre invité l'a souligné à juste titre, donc le modèle économique russe est basé sur plus de 60%, en tout cas d'exportation de matières premières, à savoir le charbon, le gaz et le pétrole. Aujourd'hui, il y a une recrudescence. Vous savez, quand vous dites que vous arrêtez d'importer d'un pays, c'est l'effet inverse qui se produit mécaniquement, à savoir d'abord par la spéculation et la panique des marchés, et donc de facto par l'augmentation des prix de ces matières premières, à savoir par exemple pour le pétrole, plus de 10%. Donc la Russie finalement, au lieu d'être dans une situation de déliquescence et d'inflation absolue, c'est l'effet contraire. Par contre, en revanche, côté européen, nous avons vu récemment d'ailleurs le dernier rapport du FMI qui estimait un recul d'un PIB russe à moins de 9%. Il n'en est rien. En fait, aujourd'hui, on parle d'un moins 6%. Pendant que l'Union européenne connaît une moyenne de plus de 9%, voire 10% d'inflation, rien qu'en France, elle est de 6%. Donc c'est vous dire qu'effectivement, l'Union européenne a fait des mauvais calculs et aujourd'hui, c'est un peu le retour de l'arroseur arrosé ou le retour un peu du boomerang. Voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'il y a lieu de revoir un peu cette feuille de route et de revenir un peu à la raison, à savoir dialoguer avec la Russie, dialoguer avec les belligérants d'une manière un peu moins condescendante et un peu plus sérieuse. Très bien, monsieur Rennissa. Professeur Meptoul, je sais que ce qui vous intéresse, c'est l'analyse qu'on peut faire sur le plan géopolitique. Justement, quelle lecture peut-on faire de cette mesure sur le plan géopolitique? Une mesure qui, selon certains observateurs, interviendrait assez tardivement. Bon, moi je voudrais axer mon intervention en deux parties complémentaires. De toute manière, tout en n'oubliant pas que la Russie et l'Ukraine représentent 30% des exportations alimentaires mondiales qui peuvent créer une véritable crise alimentaire source de déstabilisation de bon nombre de pays, notamment africains. En tant que marché émetteur, la Russie et l'Ukraine représentaient ensemble 3% des dépenses mondiales du tourisme international en 2020. Et si ce conflit se poursuit, d'après le FMI, 14 milliards de dollars américains de recettes touristiques mondiales pourraient être perdus en 2022. En 2019, les dépenses russes en voyages internationaux
ont atteint 36 milliards de dollars américains et les dépenses ukrainiennes 8,5 milliards de dollars américains. En tant que destination touristique, la Russie et l'Ukraine représentent 4% des arrivées de touristes internationaux en Europe, mais seulement 1% des recettes du tourisme international en Europe. Bon, c'est une somme relativement dérisoire puisque le chiffre d'affaires du tourisme mondial avant la crise de l'épidémie était de 1000 milliards de dollars pour l'année 2018-2019, qui est retombé à 700 milliards de dollars en 2021. Mais cela n'affecte nullement l'économie russe, qui est fortement dépendante des hydrocarbures, parce que le pays possède 6,4% des réserves mondiales de pétrole brut et 17,3% des réserves de gaz naturel. L'énergie représente pour la Russie 25% de sa richesse produite sur le sol russe et 50% de ses exportations, dont 30% de pétrole brut, 15% de produits pétroliers et 45% de gaz. Bon, pour l'impact, selon l'Institut de Montaigne il y a quelques mois, les ventes de pétrole russes ont atteint 179 milliards de dollars en 2021 contre 62 pour le gaz. Et l'augmentation des cours de l'or noir devrait encore accroître les recettes cette année 2022. Et à 100 dollars le baril, celle-ci s'élèverait à 306 milliards de dollars. Donc il n'y a pas d'affectation sur l'économie russe à court terme. Bon, un embargo sur le pétrole n'a pas été efficace selon les propos même du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, dans une déclaration en avril 2021, dans la mesure où la facture des importations du pétrole russe était 4 fois plus importante que celle du gaz, 80 milliards de dollars contre 20 milliards de dollars, mais la Russie ayant des clients de substitution comme l'Inde et la Chine. Ça, c'est pour le court terme. Mais à moyen terme, en termes de géostratégie, les deux espaces économiques qui seront affectés entre 2025 et 2027, si cette guerre en Ukraine dure longtemps, c'est à la fois la Russie et l'Europe. Le ministre de l'économie russe vient de déclarer qu'il va avoir une contraction très très importante du PIB russe pour 2022 et on le voit aussi à travers la crise en Europe, le retour de l'inflation et la contraction de la croissance de l'économie. Les deux espaces qui peuvent s'en sortir à moyen terme, ça va être les États-Unis d'Amérique qui ne dépendent pas forcément de l'économie russe et la Chine, dont les relations entre la Russie et la Chine représentent à peu près 10 à 12%. Et c'est deux pays qui vont émerger si la crise dure dans un affrontement, et on l'a vu dans votre émission la semaine passée, à travers le conflit de Taïwan. Donc, vous voyez, l'économie européenne, notamment l'Allemagne, qui est fortement dépendante du gaz russe, risque d'être fortement affectée par effectivement ces tensions. Donc, globalement, bon, le tourisme aura un impact effectivement relativement faible par rapport au chiffre d'affaires global du tourisme mondial. Mais c'est surtout effectivement les tensions énergétiques qui affecteront les relations internationales, du moins à court terme. Et à moyen terme, on devrait assister à une nouvelle reconfiguration de l'économie mondiale, notamment avec l'émergence des BRIC, qui représentent en 2021 25% de la richesse mondiale et 50% de la population mondiale, sans oublier 3 pays qui ont l'énergie nucléaire, la Chine, le Pakistan et la Russie, qui est quand même très très important. Et l'Iran pourrait les rejoindre justement. Nazim Sini, lorsqu'on évoque des restrictions sur les visas et donc sur la libre circulation des personnes, l'on a plutôt tendance à penser au secteur du tourisme en Europe. Monsieur professeur Mebtoul vient d'en parler. Ce secteur justement qui sort de 2 ans et demi de pandémie Covid-19, n'est-ce pas en soi une autre épée de Damoclès qui pèsera lourd sur les professionnels du tourisme et de l'hôtellerie, notamment dans des pays tels que l'Espagne, par exemple, l'Italie, la Grèce ou encore la France.
Lorsqu'on sait par exemple justement que les Russes font partie des touristes les plus actifs dans le monde et ceux qui regardent le moins la dépense lorsqu'ils font du tourisme en Europe. Vous l'avez très bien fait de le rappeler, effectivement, le poids des touristes russes en Europe est non négligeable. Il suffit, comme je vous l'ai dit, de parcourir certaines plages en Europe, en Espagne, la Côte d'Azur surtout. Si vous circulez de Cannes jusqu'à Nice, vous verrez peut-être 50% des touristes sur place sont des Russes. Et surtout aussi, vous l'avez rappelé à juste titre, c'est que les dépenses russes, on les estime à peu près entre 3 et 5 000 euros par touriste, ce qui est déjà une somme assez conséquente pour un séjour moyen de 8 jours. Il faut savoir que du chiffre d'affaires du tourisme en France, et là je prends les chiffres de 2019, puisque 2020-2021, ce sont des chiffres biaisés par le Covid, mais en 2019, le chiffre d'affaires du tourisme en France représentait 60 milliards d'euros. 10% de cette somme provenaient des touristes russes, c'est-à-dire 6 milliards d'euros, ce qui est non négligeable, je vais vous dire. Sans parler aussi des investissements de certains particuliers dans l'immobilier, dans l'achat de résidences secondaires, et surtout les Russes sont présents partout en Europe. On n'a pas parlé de Malte, de Chypre, vous l'avez dit, la Grèce aussi, en Allemagne également, et je pense que cette décision, elle renvoie un signal très négatif. Parce que les Russes aujourd'hui, après 2 années de Covid, ont soif de voyage et ils vont devoir aller ailleurs. Donc si l'espace européen leur est fermé, ce serait une occasion d'aller au Maghreb, d'aller au Moyen-Orient. Notamment, par exemple. Voilà, exactement, en Égypte ou même en Asie. Oui. Ce qui fait que là, encore une fois, l'Europe démontre son manque de discernement. C'est-à-dire que est-ce une fuite en avant selon vous, Nazim Sieni? Mais clairement, ou une forme de fuite en avant? Non, mais c'est surtout un aveu de faiblesse, j'allais vous dire, Monsieur Battach. C'est un aveu de faiblesse parce que, au lieu de rester sur le terrain strictement politique et diplomatique, là, les Européens tentent des pirouettes dans tous les sens. Et je vous ai dit, on a l'impression qu'ils s'agitent dans tous les sens pour vraiment contrecarrer des sanctions qui n'ont eu aucun effet sur la Russie. Et surtout, là, on va sur un terrain assez glissant puisqu'on commence à toucher directement la liberté de circulation du citoyen russe. Et je vous ai dit, le risque, c'est qu'on va crisper davantage des relations qui sont au bord de la rupture. Et j'espère que cette décision, soit elle ne sera pas adoptée, ou à minima, qu'elle soit temporaire. Très bien, justement, je parlais donc de l'Égypte et du Maghreb. L'Algérie aussi se fera un plaisir d'accueillir les touristes russes. Professeur, Monsieur Khenissa, pensez-vous que la démarche russe, justement, soit une tentative d'isoler la Russie? Et le cas échéant, pensez-vous qu'elle ait des chances d'aboutir? Je pense qu'effectivement, l'Union européenne, le monde occidental en règle générale, tant bien que mal, essaye de ne pas perdre la face à justement à la Russie, comme j'expliquais tout à l'heure, une Russie résiliente, une Russie résistante. Donc une Russie aussi renforcée et consolidée à ce propos, puisque nous savons qu'aujourd'hui ça a plus renforcé le front intérieur russe contre justement une espèce d'invasion économique, culturelle, une guerre déclarée d'ailleurs à ce propos par le ministre même de l'économie français à l'époque avant de se rétracter. Donc effectivement, il y a une espèce d'asymétrie, j'ai envie de vous dire, dans ce rapport, un rapport de force, encore une fois, qui n'est pas en la faveur de l'Europe, ou en tout cas de son économie aujourd'hui titubante, à savoir, comme j'ai expliqué tout à l'heure, un recul flagrant justement de la croissance, une croissance en berne, un PIB en berne. Donc c'est tout ça pour résumer effectivement que, encore une fois, la Russie a démontré qu'effectivement, elle pourrait surpasser cette période certes pénible, parce que les sanctions certes ne sont pas palpables dans l'absolu, en tout cas dans le futur proche, mais peut-être d'ici 1 ou 2 ans. Mais la question qui se pose dans ce cas, est-ce que l'Union européenne, elle, en revanche, de son côté, pourra revenir un peu à l'âge de pierre et vivre sans les hydrocarbures, sans une économie mondiale, sans cette surdépense ou même surconsommation de la société occidentale? J'en doute fort. C'est pourquoi aujourd'hui, effectivement, l'Union européenne doit absolument, je pense, sortir de cette surenchère qui est purement suicidaire à mon sens. Et ça se voit d'ailleurs et ça se ressent
dans les ménages européens et notamment aussi français, à savoir que l'Europe va traverser un hiver rude, mais au-delà de cet hiver rude et froid, elle va aussi cumuler des conséquences, je dirais, de la crise sanitaire, notamment du Covid, combinée à une crise économique, alimentaire, énergétique, qui va bien évidemment mener vers une espèce de saturation des peuples et notamment peut-être une réaction violente des sociétés européennes. Très bien. Nazim Sini, justement, le président russe Vladimir Poutine a déclaré justement que la Russie allait répliquer à cette décision, qu'elle ne resterait pas les bras croisés. Jusqu'où peut aller ce bras de fer, justement, selon vous ? Mais il peut aller très loin. Vous savez, la détermination du président Poutine n'est plus à prouver. Donc, ça peut aller jusqu'à une rupture pure et simple de toute relation diplomatique, avec le renvoi de l'ensemble des représentations diplomatiques sur le sol russe. Ça peut être aussi l'interdiction aussi de tous les Européens de fouler le sol russe. Et dernier recours, ça serait une coupure pure et simple du gaz russe, sachant que certainement on va vivre un hiver très rude en Europe. Et si vous voulez, effectivement, ce qui est dommageable, c'est que l'Europe n'a jamais considéré la Russie, et ça c'est depuis la guerre froide, n'a jamais considéré la Russie comme un véritable partenaire avec lequel l'Europe pouvait travailler et consolider des relations fortes sur le grand continent européen. Mais l'Europe a toujours eu de la méfiance et a toujours considéré la Russie comme un concurrent. Et si vous voulez, aujourd'hui, le conflit ukrainien a juste exacerbé cette méfiance de part et d'autre. Et les Russes sont totalement en droit de répliquer. Et regardez, j'allais même vous dire, quand on observe comme ça et qu'on prend du recul, la réaction russe est totalement proportionnée. Par contre, là, c'est plutôt du côté européen où on a des réactions presque épidermiques et j'allais vous dire presque irrationnelles. Et je rejoins ce qui a été dit par notre invité, c'est qu'effectivement, c'est juste pour pas perdre la face et pour éviter l'humiliation sur la scène internationale. Mais moi, je pense très certainement que si la Russie réagit, je peux vous dire que les conséquences s'en feront sentir en Europe et très fortement. Professeur Meptoul, justement, en restant avec le président russe, Vladimir Poutine, il a déclaré que la Russie ne pouvait pas être isolée. Pensez-vous que ce soit une tentative d'isolement ou une tentative d'isoler la Russie du reste du monde ? Bon, moi je pense que les sanctions qui touchent effectivement toute une population sont vraiment injustes. On n'a pas le droit de sanctionner toute une population du fait de tensions effectivement entre deux pays. Oui. Ça c'est vraiment contraire en principe aux principes qui régissent l'Union européenne. Ça c'est le premier élément. Comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas eu effectivement à court terme d'impact. Regardez le réaffermissement du rouble qui s'échange à plus de 55 roubles $1. Il y a eu un réaffermissement. Les réserves de change russes qui sont passées de 448 milliards de dollars en 2019 et qui vont clôturer selon le FMI à environ 650 milliards de dollars fin 2022. Donc, effectivement, toutes ces sanctions sont effectivement contre-productives. Et là, on le voit, regardez ce qui se passe. C'est les États-Unis qui effectivement accélèrent effectivement les aides à l'Ukraine parce que, comme je vous l'ai dit, les États-Unis, ils ont une vision géostratégique. C'est de mettre à plat l'Europe et la Russie pour avoir en face la Chine, à moyen terme, pour effectivement se partager les espaces. Ça, c'est les analyses des experts effectivement internationaux. Regardez les plusieurs milliards de dollars qui viennent d'être débloqués par le président américain pour l'aide de l'Ukraine. C'est maintenant plusieurs dizaines de milliards de dollars. Donc, pour les Américains, la crise ukrainienne devrait aller dans la durée, mais au détriment effectivement de l'économie à la fois européenne et russe et les pays, comme je l'ai dit précédemment, ça c'est les analyses de prospective internationale qui le disent, pour avoir en face deux blocs.
effectivement, et là, le grand enjeu, et là, l'Algérie doit être très très attentive, parce que l'Algérie, c'est un pays neutre, hein. Elle est autant considérée à sa juste valeur comme acteur géostratégique, à la fois par la Russie, mais par les États-Unis, parce que c'est un pays pivot de la stabilité de la région américaine, de la région méditerranéenne et africaine. Et l'avenir, les enjeux d'affrontement se feront notamment aussi au niveau de l'Afrique. Notamment, le Congrès américain vient de voter une enveloppe très très importante en direction de l'Afrique pour la première fois. Et n'oublions pas la stratégie de la route de la soie de la Chine. Oui. On le voit déjà à travers. Le dernier, on en a discuté sur votre plateau, le dernier événement, bon, le Japon est un sous-traitant de l'Amérique. Oui. Lorsqu'ils mettent 30 milliards de dollars, etc., c'est dans la vision, effectivement, de l'axe USA-Afrique. Parce que tout le monde sait que le Japon est un sous-traitant, effectivement, des États-Unis d'Amérique. Donc, c'est pour contrecarrer, effectivement, la percée de la Chine en Afrique. Il ne faut pas différencier les stratégies japonaises de la stratégie américaine. Donc, vous voyez, c'est à court terme, effectivement, comme l'ont dit tous vos interlocuteurs, ça n'a pas eu d'effet sur l'économie russe. Et donc, on se rabat sur la circulation des personnes. Et moi, je vous donne les prospectives du Fonds monétaire international d'il y a 2-3 jours. Ils disent que la Russie risque d'avoir une croissance relativement élevée après une décroissance en 2022. En 2023, il risque d'avoir une forte reprise de l'économie russe. Donc les sanctions n'ont pas eu effectivement à court terme d'effet sur l'économie russe. Et il est déplorable qu'on s'attaque effectivement à la circulation des personnes en pénalisant toute la population russe. Très bien, professeur. Mehdi Srannissa, à votre avis, pourquoi l'Europe n'est pas allée au bout de la demande de certains pays, justement, de geler totalement l'attribution de visas aux ressortissants russes? On retrouve justement parmi les réfractaires l'Allemagne et la France. Écoutez, je pense que c'est symptomatique aussi de la division de l'Union européenne qui aujourd'hui n'a que 2 noms d'union. Parce qu'il faut rappeler que, on va dire, l'accord de Maastricht vit peut-être ses derniers instants aujourd'hui, à savoir cette division accrue par l'évolution, je dirais, géopolitique du monde et l'émergence du nouvel ordre mondial qui a fait que maintenant les alliances parfois peuvent être contre nature et peuvent être à contresens. Donc cette mesure aussi reflète une mesure contre nature, j'ai envie de vous dire, par rapport aux idéaux, par rapport aux dogmes de l'Union européenne et notamment du monde occidental qui se targue d'être le berceau de la démocratie, le berceau aussi des droits et des droits humains. Donc c'est vous dire que ajouter par exemple à l'interdiction de la libre circulation des Russes en Europe et dans l'espace Schengen, il y a aussi plus récemment cette interdiction de médias russes régissant sur le territoire européen, à savoir RT France et Sputnik. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est symptomatique de cette déliquescence, de cette division caractérisée, chronique de l'Union européenne qui ne sait plus au fait à quel sein se vouer, mais surtout qui peut-être use ses dernières cartouches effectivement dans une surenchère suicidaire comme je disais tout à l'heure, mais surtout qui essaye encore une fois tant bien que mal de se confronter à un pays aguerri à l'exercice. Encore une fois, je me répète, la Russie à titre d'exemple sur l'aspect des hydrocarbures a déjà trouvé des substitutions. Le marché indien par exemple, où on est passé de 0 baril à 1 million de barils jour, c'est vous dire qu'effectivement, on a cette capacité de s'adapter rapidement pendant que, par exemple, l'Europe a du mal déjà à accorder, on va dire, les violents, à savoir substituer ou pas le gaz russe, quand on sait qu'il y a des dissonances ici et là, notamment par l'Allemagne, par l'Italie, ou surtout l'Allemagne, qui a une forte dépendance accrue par rapport au gaz, l'économie aussi qui va être touchée de plein fouet. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, peut-être que cette crise a démontré encore une fois, en tout cas Vladimir Poutine l'a souligné à maintes reprises, que l'Union européenne vit peut-être ces derniers instants et ce qui va l'a poussé à cette fuite en avant pour essayer de, encore une fois, trouver des alternatives qui garderaient son honneur.
Très bien, Badis Renessa. Nazim Sini, très brièvement, s'il vous plaît. Sur le plan économique, les Russes, persona non grata en Europe, ne pensez-vous pas justement que ce soit un mauvais signal envoyé à la communauté d'affaires dans le monde, notamment après les sanctions qui ont touché certains hommes d'affaires russes? Totalement, c'est un signal extrêmement négatif et puis surtout à toute la communauté d'affaires constituée par les BRICS, que sont les Brésiliens, les Russes, les Indiens, les Chinois et même certains investisseurs du Moyen-Orient. Donc pour moi, c'est une très mauvaise décision et vous verrez que dans 6 mois, on refera un plateau et on parlera de ces conséquences économiques de cette décision. Très bien, Nazim Sini. Merci. Édition spéciale touche malheureusement à sa fin. Merci à nos experts d'y avoir pris part et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau débat. D'ici là, restez fidèles à Al24 News.